Bonsoir, Madame Claudia Idarayuka. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale du festival Tazama et cinéaste. Monsieur Nganga Ebele, le président du festival international du film panafricain Cannes. Bonsoir. Bonsoir à vous. Le festival Tazama est à sa deuxième édition. Vous l'avez organisé du 6 au 12 janvier. Que peut-on retenir de cette deuxième édition? Il y a eu des évolutions par rapport à la première édition. Ce qu'on peut retenir de la deuxième, c'est que, en dehors du fait que nous avons aussi sur cette deuxième édition des invités absolument exceptionnels, des invités qui nous apportent bien évidemment un plus pour continuer ce que nous faisons et ce pourquoi nous avons créé Tazama, à savoir lutter avec le plus grand nombre de cinéastes possible contre le cancer. Je pense que comparé à la première édition, ce que nous avons réussi à maîtriser, la programmation. Nous sommes allés vers une programmation très ciblée et sous une thématique combat de femmes. Et donc oui, nous avons évolué dans la mesure où maintenant nous essayons de structurer chaque édition sous une thématique précise. Est-ce que les invités, vous les avez variés ou sont les mêmes qui sont revenus? Non, on a varié, c'est-à-dire que d'une édition à l'autre, on est passé à d'autres invités. Et je ne dis pas que sur la première édition, on était dans quelque chose de léger, mais en tout cas, sur la première édition, nous étions sur plus des retrouvailles de personnes qui m'ont aidé tout au long de mon parcours, c'est-à-dire depuis les personnes que j'ai rencontrées au cours des 10 dernières années. Et c'était plus pour moi l'idée de d'abord réunir mes amis avant de démarcher comme de nouveaux amis, mais avec les mêmes aspirations et les mêmes objectifs que nous. Nous allons revenir sur les participants tout à l'heure. La même question, je vais la poser à M. Nganga Ebele, qui est parmi vos invités d'honneur. Quelle lecture faites-vous de l'organisation de la deuxième édition de Tazama? Écoutez, moi, je vous dirais que du bien, que du bon, que du merveilleux, parce que dans ce festival, ce qu'il y a de magnifique, c'est d'abord le fait de retrouver des personnes qui entreprennent dans le cinéma, certains depuis des années, mais aussi au-delà du cinéma, qui ont également une âme. Moi, c'est important pour moi, lorsque je participe à un événement, c'est de voir qu'en fait, que les gens ont envie d'être là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, en arrivant au Congo, d'abord, il faut dire aussi, il faut vous remercier, vous qui êtes concitoyens de ce pays, de l'accueil. C'est vrai qu'on se sent bien. Et lorsqu'on rentre dans le cadre du festival Tazama, on est bien, on est heureux, on voit de belles choses, on rencontre des personnes merveilleuses. Donc de cette deuxième édition, moi, je vous dis encore une fois de plus, je ne le dis pas en dehors, je le dis toujours de façon frontale, et parce que tout simplement c'est quelque chose qui est profond, qui vient vraiment de mes entrailles. Vous avez un bijou. Je pense que d'un côté, lorsqu'on parle beaucoup, mais il faut faire. Vous avez une femme qui a posé un acte formidable, qui est ce festival. Et nous sommes dans une télévision, nous sommes dans le monde d'image, et vous savez ce que l'image peut faire au monde. Vous savez évidemment ce que le cinéma peut apporter au monde. Un plus extraordinaire pour votre pays, qui a un potentiel. Donc c'est à vous de jouer. Si vous estimez que vous avez envie justement de conquérir le monde, vous avez un bel outil. Alors, revenons à madame. Quels sont les critères de sélection des réalisateurs qui arrivent, des cinéastes qui arrivent? Quels sont les critères de sélection? Mais disons qu'en dehors de la compétition donc, qui est instaurée depuis la première édition, nous avons commencé sur des compétitions de court-métrage. En dehors de ces critères-là, où il y a bien évidemment un critère de durée, de qualité, de sujets traités, pour tous les invités que nous recevons comme M. Kangebele ou pour tous les autres cinéastes que vous avez pu rencontrer au cours de cette édition, le premier critère est un critère extrêmement simple, c'est la générosité, la disponibilité et le cœur et la volonté de faire les choses. Donc vous voyez bien que par-delà l'idée de choisir des très très beaux films, parce qu'en plus de rencontrer des personnes généreuses et disposées, on a aussi des personnes de talent. Donc vous voyez, c'est vrai que ça a l'air très sélectif comme ça, mais ces personnes-là existent et ce sont des personnes que vous ne retrouvez que dans le milieu artistique et a fortiori dans le cinéma. Vous dites Tazama, le festival est consacré à la femme ou dédié à la femme,
Mais le constat que nous faisons, c'est plutôt l'homme qui a l'honneur, puisque la deuxième édition, le film projeté à l'ouverture, c'est le film d'un homme, le réalisateur marocain Mohamed Bensouda avec son film Derrière les portes fermées. Le festival se clôture avec le film d'un homme aussi, Toile d'Araignée du malien. Ibrahim voilà. Alors, la femme, elle est où en ce moment? Ben justement, c'est-à-dire que les gens ont tendance à tomber dans un schéma, je dirais pas caricatural, mais presque. Lorsque l'on dit Festival du cinéma de la femme africaine, je l'ai dit lors d'une interview avec la BBC, je l'ai redit sur RFI, on n'est pas dans un cas d'ultra-féminisme. On est dans un festival où nous défendons les femmes et nous défendons les combats de femmes. Peu importe que le film ait été fait par un homme, si la femme est au cœur du film, parce que quand on dit les femmes africaines, on pense aussi bien aux réalisatrices, on pense aussi aux actrices. Donc l'idée n'est pas de cantonner notre festival à une sélection ciblée uniquement sur la femme, mais nous avons eu l'année dernière en film d'ouverture un film nigérian qui était Laslato Abuja, mais l'idée d'une femme pilote dans un avion qui se crache. Voilà, après, toutes les analyses sont possibles. Donc vous voyez bien qu'on respecte notre thématique et on respecte aussi l'idée que la femme reste au cœur de ce festival. Donc pour l'instant, rien n'est bougé. Donc l'homme a toute sa place auprès de la femme, tout comme une femme a toute sa place auprès de l'homme. Et dans ce festival, on essaie de faire la jonction entre les deux. Madame, vous utilisez la femme et son image pour promouvoir le cinéma congolais. Pensez-vous que la femme aujourd'hui peut bien jouer ce rôle de la promotion du cinéma? Est-ce que les femmes congolaises sont vraiment mordues du cinéma? Mais mon festival ne s'adresse pas uniquement à la femme congolaise. Et d'ailleurs, à ce sujet, ce qui est très dommage à l'heure actuelle, c'est que nous avons énormément de femmes réalisatrices au Congo, mais qu'elles avaient jusqu'alors très peu de place. Pour avoir travaillé pendant 10 ans avec presque exclusivement des réalisateurs congolais, je me suis demandé moi aussi où était la place de la femme. Et quand on parle de femmes congolaises, je ne suis pas tout à fait sûre que nous nous soyons limités à ça. Je pense qu'on est plus dans la femme africaine en général, parce que lorsque nous invitons des personnes qui viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Rwanda, l'année dernière nous avions le Kenya, vous voyez, on est en train de faire en sorte d'englober une bonne partie de l'Afrique avec ce festival. Donc ce n'est pas seulement le problème de la femme congolaise, c'est aussi le problème de la femme africaine tout court et de sa place, pas seulement dans l'image, mais dans la société. Et le cinéma est un bon moyen de dénoncer les travers, et c'est ce que nous faisons avec ce festival. Monsieur Ebele, vous avez 12 ans d'expérience avec le festival, donc vous êtes le président. Comment peut-on vendre l'image du cinéma d'un État à travers ces festivals? À travers un festival, bon, l'image se vend toujours de façon très simple. Hein. Il faut dire, ça dépend évidemment de l'objectif qu'on a. Un pays, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en avant? Est-ce que ce pays a envie de mettre sa culture en avant? Ça suppose évidemment, avant d'entreprendre, effectivement, d'aller dans un festival, il faut déjà avoir des outils. Est-ce que ce pays dispose justement de supports d'image, de beaux films? Parce que c'est vrai que d'un côté, si aujourd'hui on parle beaucoup des États-Unis, c'est d'abord parce que les États-Uniens ont vendu leur pays à travers l'image, le cinéma. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le Congo veut faire la même chose, il faut d'abord qu'il puisse tout au moins accompagner des projets, accompagner ses réalisateurs, accompagner ses producteurs de films, accompagner sa culture tout simplement. Je pense que d'un côté, c'est à partir de là, effectivement, qu'on a déjà des bases de quelque chose qui est professionnel, de quelque chose qui peut le mieux se vendre. On a déjà ici, bon, parce qu'on est là, il vaut mieux quand même parler des choses du pays, on a déjà des personnes qui entreprennent, d'accord, qui font déjà un travail d'image. Vous-même, à partir du moment où on a déjà ces volontés-là, quoi de plus simple de venir, par exemple, je prends le cas effectivement du Festival international du film panafricain. Bon, l'année dernière, ça a été le cas évidemment de Mme Aïdara Yoka qui était là, qui a fait un travail extraordinaire, qui a mis en fait votre pays en avant dans le cadre de ce festival. Les gens ont découvert des choses à travers évidemment du travail qui a été fait. Bon, elle n'était pas seule, elle était là avec Marcel Fauveau, avec Bantounia, un magazine, accompagnée également d'un projet qui est évidemment la vitrine de votre pays aujourd'hui. Donc il y a quand même des outils. Donc on travaille sur plusieurs fronts, on travaille sur ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus louable culturellement, et on le transpose ailleurs.
Et c'est d'ailleurs, on rencontre également... Est-ce que pendant cette deuxième édition du Festival Casamance, vous avez pu détecter des jeunes talents congolais qui vous ont intéressé et qui, peut-être, dans les jours à venir, vous allez les inviter à votre festival? Écoutez, pendant ce festival, bon, j'ai eu vraiment la chance aussi d'être le président du jury, effectivement, des films qui sont sélectionnés, de la sélection officielle, effectivement, de Casamance. Ce qui m'a permis, justement, de voir des choses. Je connaissais déjà un peu le cinéma congolais, effectivement, j'ai quelques noms des grands classiques qu'on retrouve, mais les films que j'ai eu l'occasion de voir m'ont vraiment donné, encore une fois de plus, cet espoir de me dire que le potentiel est là et il suffit d'accompagner, de donner les moyens. Madame Aïdara Yoka, on a l'impression que vous nous importez, loin d'être discriminatoire, le cinéma étranger au lieu d'exporter le cinéma congolais pendant ce festival. Il y a plus d'étrangers qui arrivent, moins de Congolais qui participent à ce festival. Mais pas vraiment, parce que ce qui se passe, c'est que déjà l'année dernière, sur la sélection que nous avions, il y avait un film congolais. C'était le premier film d'Elisabeth Mabiala. Comme vous l'avez dit, on reste sur les femmes, mais avec la possibilité d'y inclure des hommes. Mais moi, j'ai besoin de vrais sujets. Et aussi, l'autre problème qui se pose, et il faut en parler très franchement, on a encore beaucoup de problèmes au niveau de la technique. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Donc, lorsque nous demandons aux autres de venir, ce n'est pas pour venir, comme on dit, nous mettre la raclée, c'est pour venir nous donner le chemin à suivre, nous montrer la voie. Et lorsque nous faisons une compétition documentaire qui se limite aux deux Congos, c'est parce qu'on est parfaitement au courant qu'il se pose un problème à ce niveau-là. D'ailleurs, en mettant les deux pays en compétition, moi j'ai toujours, pour moi, Kinshasa a une créativité énorme et d'un point de vue humain, ils sont aussi beaucoup plus nombreux que nous. Donc ça veut dire qu'ils ont de meilleures chances de faire des produits finis et de qualité. Chose étrange, l'année dernière, un film congolais remporte le prix du Congo-Brazza. C'est une jeune fille, Annette, qui est journaliste, qui remporte le prix l'année dernière. Elle est de Brazzaville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'importons pas passivement les films des autres dans l'idée d'écraser les nôtres, mais nous importons les films des autres dans l'idée que les nôtres doivent pouvoir relever le défi pour pouvoir s'affirmer et aller sur l'extérieur. Donc je pense que ça a bien fonctionné l'année dernière et là on a recommencé sur cette compétition documentaire et on saura très exactement où on en est et qui a gagné et si par chance, ou un film congolais venait à gagner encore, du Congo-Brazzaville, ça veut dire, comme a dit Basile, que le potentiel est là. Après, nous, on est un festival. On peut détecter les talents, on peut éventuellement les pousser, mais à un moment donné, nous ne les pousserons pas seuls. Ça, il faut que ce soit établi, il faut que ce soit clair, qu'à un moment donné, après avoir détecté tous ces talents, il va falloir en faire quelque chose. Et là, oui, on aura peut-être les chances de faire bouger les choses au niveau de l'État. Vous soulignez le problème technique. À l'ouverture de la deuxième édition, vous avez lancé l'appel aux autorités du Congo afin qu'elles mettent en place une politique culturelle pour aider le cinéma. Est-ce dire que cette politique n'existe pas? Non, mais une politique culturelle dans un pays existe forcément, elle est forcément quelque part, et puis je ne remets pas du tout en cause ce qui est fait à l'heure actuelle. Maintenant, quand on parle de politique culturelle, il faut savoir que la culture a plusieurs volets. Vous êtes d'accord avec moi, et certaines autorités ici reconnaissent que nous avons beaucoup mis l'accent sur la musique, ce qui n'est pas mauvais en tant que tel. Et si après on peut mettre l'accent sur d'autres domaines, c'est-à-dire qu'il existe les arts vivants, il existe les arts plastiques, il existe tout un tas de choses, les arts de la scène, et à nous de savoir exactement sur quoi miser, à quel moment il faut le faire. Mais vous êtes d'accord avec moi que le cinéma ne pourra pas toujours rester en marge, dans la mesure où, comme on dit, il y a le potentiel. Donc à un moment donné, quand vous avez quelque chose qui est bancable, puisque maintenant il faut que ce soit bancable, moi je peux garantir que sur les réalisateurs congolais que moi je fréquente, il y en a qui sont bancables à l'heure actuelle. Après, à nous de décider, ou à eux de décider, je ne sais pas trop, mais en général ce genre de décision ça se prend à deux, mais à nous de décider ce que nous voulons faire de nos réalisateurs. Parce qu'après, c'est vrai que ça va être un peu trop tard. Alors, en 2014, si je ne me trompe pas, sur invitation de Luc Besson, c'est un réalisateur français, vous avez fait un état du lieu du cinéma africain. Moi, je suis tenté de vous poser la question, quel est aujourd'hui l'état du cinéma congolais? La même question, je la poserai à M. Granguet tout à l'heure. Oui. Sur le cinéma congolais, moi, je pense que parler de faire un état des lieux du cinéma congolais, sachant qu'il a connu ses heures de gloire à un certain moment avec Sébastien Kamba et notamment avec Issoukou et avec plein d'autres. Hein. Vous ne citez que cela. Mais est-ce que ça évolue? Est-ce que ça marche bien? Non, non, justement. C'est terrible parce qu'on a l'impression de vouloir ressusciter
ressusciter un mort. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que tout est là, comme on a dit, il y a eu le potentiel, il y a tout ce que vous voulez. Et maintenant, est-ce qu'on le ressuscite ou on crée un cinéma nouveau, d'un genre nouveau? Et c'est ce qui se fait actuellement. Et ce cinéma que j'appelle cinéma d'un genre nouveau au Congo-Brazza est un cinéma indépendant. À l'époque, les films étaient financés, et même l'État finançait à l'époque, dans les années 80. Mais chose très étrange, c'est que ça ne se fait plus. Donc vous avez des films, Kaka a parlé hier d'un film expérimental dans la salle, c'était le film ivoirien. Ils ont dit, nous, c'est un film expérimental. Mais pour dire la vérité, ce que nous appelons, nous les Africains, films expérimentaux, c'est des films sans budget. Voilà. Ce sont des films qu'on fait en se lançant des défis. Et aujourd'hui, à Brazzaville, il n'existe pratiquement que ce genre de film. Et malgré cela, ces films existent et ces films sont bons. Donc, quand vous parlez de Besson, moi, je lui ai fait un état de cinéma, c'est-à-dire que c'était un regard sur le cinéma africain. C'était mon regard sur le cinéma africain. Votre vision. Voilà, c'était ma vision à moi. Et j'ai eu le sentiment pendant longtemps que nous vivions sous un cinéma de la colonisation, et après ça qu'on est passé à un cinéma de tutelle. Moi, je n'ai jamais fait de film subventionné par l'Agence de la francophonie, je n'ai jamais fait de film subventionné par l'Union européenne, mais bizarrement, mes films se sont retrouvés aux mêmes endroits que ceux qui avaient été financés. Ça veut dire que peut-être que oui, on peut se débrouiller avec nos États dans un premier temps, mais je déteste dépendre d'autrui dans ce que je fais. Monsieur Ngongé, c'est bien d'organiser des festivals un peu partout au Congo, c'est très bien, mais est-ce qu'il suffit vraiment pour développer le cinéma? Bah, ça fait partie d'un aspect. Hein. On est quand même dans une dynamique encore aujourd'hui d'une industrie précaire chez nous. Même si évidemment il y a quand même des pays qui ont montré que c'était possible quand même de mettre en place réellement une industrie cinématographique. Bon, le Nigeria, qui était moqué hier, se retrouve aujourd'hui à être leader du cinéma mondial. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a un modèle économique qui existe. Je veux dire que le Ghana a suivi la même direction, l'Éthiopie. Enfin bon, il y a quand même des modèles économiques qui existent aujourd'hui. Mais en même temps, les festivals sont nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, si on prend un pays comme le Congo, où même on traverse la frontière, on va à côté, que ce soit au Gabon, au Cameroun, on va se rendre compte que finalement, que ce que nous on a vécu, mais c'est dramatique. Parce que ce que nous on a vécu, où il y avait effectivement 2 salles de cinéma dans nos quartiers, en fait, il y avait plein de salles de cinéma, donc on pouvait grandir dans les salles de cinéma, mais nos enfants ne le vivent pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est totalement hors de question. Ils ont envie de le vivre. On le voit par exemple en France, on nous parlait hier effectivement du tout numérique qui allait tuer évidemment les salles obscures. C'est pas vrai. Les gens ont envie de sortir, ils ont envie d'aller voir des films ailleurs, à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est désolant de voir que dans nos villes, dans nos grandes villes, il n'y a pas de salle de cinéma. Dans nos campagnes, il n'y a pas de salle de cinéma. C'est déplorable. Maintenant, les festivals sont nécessaires. C'est un lieu de circulation parce que parfois, c'est dans ces lieux-là qu'on déniche vraiment des perles et que parfois, comme Internet aujourd'hui, ça s'impose en fait au circuit de distribution traditionnel. Comment voulez-vous que je prends un cas aussi, on parle du Congo, mais moi je parle également de la France, comment voulez-vous qu'à certains moments donnés, il soit encore aujourd'hui impossible de voir les sorties de nos films dans des salles? Quasiment pas de sortie officielle. De temps en temps, bon, je ne parle pas des grosses machines, de ceux qui bénéficient évidemment de quasiment toutes les subventions, mais du cinéma indépendant, déjà, il souffre dans son existence, dans sa distribution, mais le cinéma panafricain en particulier. Et je pense que, au-delà évidemment des structures institutionnelles, mais c'est également à nous, en fait, en tant qu'individus, en tant qu'entrepreneurs, de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Créer, par exemple, aujourd'hui, un circuit de distribution au Congo, c'est peut-être à nous, hein, individuellement, de se dire, bah, écoutez, je me lance, je mets en place quelques salles, où on est un groupe d'individus, on met en place quelques salles, et puis on sort nos films. Je suis certain que les Congolais ont envie de voir leurs films. Ils ont envie de voir des films africains. Aujourd'hui, Nollywood fait peur à Hollywood, ce qui prouve évidemment que c'est possible. Je vois la dynamique, comment elle se développe. Bon, on parle de Nollywood, on a parlé de Gollywood, mais on prend encore dans cet espace anglophone, on va du côté de l'ouest du Cameroun, la partie anglophone du Cameroun, ils font des belles choses. Donc il y a des possibilités. Le monde francophone, bah, il rampe un peu, quoi. Il est un peu à la traîne. Mais ça aussi, je pense, et je le dis souvent, l'Organisation internationale de la francophonie doit également servir de socle d'un mouvement dynamique et de créer cet espace. Je parle d'un espace qui est un espace dynamique, entrepreneurial du monde francophone. Il faut faire du business. Il faut créer un marché avec lequel on fait des choses. Ne pas être là à crier que nous sommes envahis par
des Asiatiques, machin. Non, on n'a pas créé ça. On n'a pas créé de dynamique économique et la culture est une industrie. Claudia Aïdara Yokar, le festival Tazama marche bien. Monsieur Ebele l'a dit tout à l'heure qu'il est sur la bonne voie. Bonne chance. Vous venez même de recevoir un prix d'Icalo Award. Mais est-ce que depuis la première édition jusqu'à la dernière, vous avez quand même sur le terrain constaté un changement? Est-ce que les jeunes Congolais se sont rapprochés de vous pour en fait exprimer l'engouement ou l'envie de faire du cinéma? Est-ce que ça a bougé quelque chose sur le terrain? Bah, oui, mais déjà depuis 10 ans, ça a bougé énormément. Et puis il y a plein de réalisateurs qui font des films et l'engouement est là. Mais j'aimerais que l'engouement soit... Madame Claudia Aïdara est dans ce combat depuis plusieurs années. Oui, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Et le festival ne vient que renforcer l'idée qu'il y avait cet engouement et cette demande, et même du côté des femmes. Donc du coup, il existe, et s'il existe et qu'il se tient, c'est que voilà, nous n'avons pas seulement répondu aux besoins des réalisateurs, mais aussi des réalisatrices. Après, vous verrez que des jeunes filles ont reçu, ont fait une masterclass et qu'elles auront les résultats de ce qu'elles ont fait. Et que bien évidemment, Medjo Tamsi, qui est venue pour ça, m'a dit qu'elle s'était délectée de rencontrer des jeunes Congolaises avec un potentiel aussi important pour jouer dans des films. Donc là, on en a encore une piste supplémentaire qui est la piste d'enfin trouver des actrices de talent. Parce que par-delà la réalisation et les problèmes techniques, il faut aussi trouver des comédiens qui savent jouer la comédie, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a de l'engouement, parce que vous m'avez parlé d'une édition à l'autre. Nous aimerions que d'une édition à l'autre, que l'engouement que l'on retrouve chez les gens qui ont envie de voir des films soit le même que celui que l'on pourrait retrouver chez ceux qui ont les moyens de financer des films. C'est ça qui nous arrangerait. Alors, expliquez-nous pourquoi cette faiblesse filmique au Congo? Qu'est-ce qui explique cela? Mais on n'a pas vraiment d'accompagnement pour ça. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais, sans vouloir remettre en cause la politique culturelle en place, il est temps de mettre de l'argent dans les films. On est bien content quand on allume la télé de voir ce que font les autres et ce qui se fait. Alors bien évidemment, comme a dit Basile, les premiers qu'on nous cite sont les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas déjà un combat impossible? On n'a pas un marché cinématographique comme il le faut au Congo. Est-ce que ce n'est pas déjà voué à l'échec? C'est pas un combat impossible. Basile vous l'a dit au début, tout le monde rigolait un peu pour le Nigeria, pour la faible qualité technique de leurs produits. Tout le monde rigolait du fait qu'un réalisateur avait sa caméra, j'ai déjà vu ça au Nigeria, dans un rond-point, et pendant qu'il tourne là, il tourne là, il tourne là, mais il tourne trois films en même temps, il les filme dans la semaine, il les a montés la semaine d'après. Donc en 2 semaines, les gens faisaient des films avec l'équivalent de 2 millions de francs CFA, ça faisait rire tout le monde, mais aujourd'hui on ne rigole plus, parce qu'ils sont passés à une autre phase, et aujourd'hui, s'ils arrivent à se distribuer, c'est parce qu'ils ont trouvé un système qui est... On a bien compris qu'en Afrique, il n'y avait plus de salles. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire ces films et de les distribuer aussitôt, de les distribuer soi-même. Et là, ça devient rentable. Et là, on peut reparler de quelque chose. Et vous pouvez être sûr qu'à un moment ou à un autre, l'État y trouvera son compte. Monsieur Ebele, est-ce que le cinéma préoccupe réellement les décideurs africains? L'Afrique a trop de problèmes dernièrement, les problèmes de chômage, des maladies, beaucoup de choses. Et vous parlez encore du cinéma, qu'il faut une culture, une politique pour développer le cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une préoccupation pour les décideurs africains? Je pense que ça devrait être une préoccupation pour les décideurs africains. Je pense qu'ils devraient s'y intéresser dans la mesure où c'est une solution. On parlait de business model, on est bien d'accord? Je pense que si on est aussi malade, s'il y a autant de problèmes, de misère, de maladies, c'est parce qu'on a aussi un problème qui est un problème d'identité, et un problème de confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on est déjà un peu mieux pourtant. On a une espérance, on se projette dans l'avenir. On est déjà certain de ce qu'on va réaliser. Donc en même temps, on est moins malade. Donc on est plutôt dans une dynamique positive de créativité, de réalisation. Je pense que ça devrait être leur préoccupation majeure. Et moi, j'avais... Madame, oui. Enfin, excusez-moi, mais par rapport à ça, ça m'a toujours fait sourire d'entendre des gens dire « Oui, l'Afrique a trop de problèmes pour se préoccuper de ça ». Parce que c'est pas la première fois que j'entends que l'Afrique a trop de problèmes pour s'occuper de cinéma. Mais de la même manière qu'il y a ça,
est-ce qu'on n'est pas forcé de voir des images tous les jours? Est-ce que cette Afrique, justement, qui a trop de problèmes et qui nous fait de la peine et qui fait pitié, comment est-ce qu'on sait qu'elle nous fait de la peine? C'est parce que c'est au travers des images, vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'aujourd'hui on nous dit que c'est la misère en Afrique, eh ben, c'est parce que moi, personnellement, on me renvoie des images souvent d'Occident où l'Afrique est présentée de façon misérable. Donc à nous, les Africains, de donner une meilleure image de cette Afrique-là, à nous de montrer que ça marche et que ça bouge. Et il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est aussi par l'image. C'est-à-dire l'image, il faut combattre l'image. Et quand on parle de cinéma, on parle bien d'image. Donc en quoi est-ce que c'est différent que de vouloir payer des films institutionnels dans un pays pour dire « regardez, mon pays se porte bien », que de donner ce même argent à un réalisateur qui va vous faire une fiction où là, rien n'est dit, où on n'essaie pas de vous influencer sur tout ce qui est beau, regardez comment ma forêt elle est verte, regardez comment mon économie se porte bien, mais ne le dites pas dans un film institutionnel, dites-le dans des fictions où on sait pertinemment que quand une personne va dans une salle de cinéma, elle est à ce moment-là, pendant 1h30, vous avez tout le pouvoir d'influencer votre spectateur selon ce que vous lui proposez. Ça rapporte quoi, le cinéma? Votre pays, le Congo, a le pétrole, le bois, beaucoup de choses, mais le cinéma va apporter quoi de nouveau? C'est ça? Mais les États-Unis une reconnaissance, hein, je veux dire qu'une reconnaissance et surtout une crédibilité. Parce que, comme elle dit Claudia, les États-Unis se sont vendus plus par l'image, par le cinéma, que par ces institutions. Le gouvernement des États-Unis ne va pas passer ses journées à acheter des pages de journaux comme, je ne veux pas citer les journaux, mais on a tendance chez nous à acheter pas mal de pages de journaux. Alors que finalement, l'argent qu'on met pour acheter une page dans un journal occidental qui coûte des millions, on peut évidemment investir cet argent dans un film qui va rapporter gros. Si le film est beau, sérieusement, il n'y a aucun problème pour que ce film, même s'il y a des problèmes de circuit de distribution, puisse être adopté par le public international. Rien ne peut arrêter la beauté. Elle a parlé tout à l'heure, Claudia, de la musique. Mais la musique africaine est en train de conquérir le monde, a pu conquérir le monde grâce justement à sa dynamique. Madame Aïdara, est-ce qu'il n'était pas mieux que vous pensiez d'abord à mettre les structures qu'il faut, je parle là d'une école, avant de penser festival? Non, pourquoi? Parce que si on attend ça, on n'en fera pas et on n'en fera jamais. Dans tous les pays, vous ne trouvez pas d'abord une école pour démarrer quelque chose. Moi, j'ai fait du cinéma, j'ai appris sur le tas. Je me suis formée seulement après. Mais les résultats étaient là à un moment donné, en tout cas, du moins à l'étranger. Moi, j'ai pas eu de souci là-dessus. Et puis c'est très important pour nous que l'État s'implique. Et lorsque vous parlez d'avoir une école d'abord, non, on n'a plus besoin de tout ça. On n'a même plus le temps pour tout ça. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des accords de coopération cinématographique entre les pays. Tu ne sais pas prendre le son, moi je t'envoie quelqu'un du Maroc qui va le faire pour toi. Toi, tu as l'idée, tu sais écrire, on va se mettre ensemble. Donc, ce sont des compétences qu'on assemble aujourd'hui pour faire des films. On n'a plus besoin d'avoir de gros instituts, de techniques, de formation de ci et de ça. Mais non, si ça vient, c'est un plus. Mais aujourd'hui, si on n'a pas, allons chez l'autre, toquer, dire « Ok, moi je ne sais pas, il va falloir que tu me montres la voie. » Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que cette deuxième édition permettra peut-être aussi, parce que la délégation marocaine est venue avec de très très bonnes nouvelles, et notamment un désir d'une coopération cinématographique, mais très très rapidement. Ils l'ont fait pour le Mali, pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et aujourd'hui, ils aimeraient bien que le Congo aussi emboîte le pas. Et ce n'est pas une chose impossible, ça prend juste des signatures, ça prend rien d'autre. Nous terminons notre entretien par ce prix d'Ikelo Yoar pour la promotion du cinéma panafricain. Reconnaissance certainement de vos efforts. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis fière et je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ça fait... je ne sais pas quoi dire à Basile. D'abord, je remercie parce qu'ils m'ont fait pleurer un peu. Et puis aussi, parce que voilà, ce prix-là vient s'ajouter à 2 autres prix. Et je tiens à dire qu'on aimerait parfois que ça vienne de chez nous. Et à l'heure où je vous parle, et après 10 ans, je revendique un prix chez moi. Donc je vous le dis très clairement, tous les prix que j'ai reçus sont venus de l'extérieur. Et j'aimerais, une fois, que mon pays me récompense pour mes efforts dans le cinéma depuis 10-12 ans. Je le dis clairement parce que de vous à moi, ça commence vraiment à me saouler. Vraiment. On travaille beaucoup trop pour ça. Et il faudrait qu'à un moment donné, qu'on dise, OK, elle a quand même fait cet effort, elle n'y arrive peut-être pas, mais on va la pousser, on va l'encourager. Mais ce sont toujours les autres qui quittent leur pays pour venir me dire que j'ai bien travaillé, en dehors des Senza de la foi, qui ont toujours reconnu notre talent et qui nous ont toujours accompagnés. Donc, ce n'est pas un défi que je lance, c'est juste un constat que je fais, d'avoir souvent été mise à l'écart malgré mes efforts. Et ça, je ne le comprends plus. Voilà. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.